Bon, on va reprendre les questions un petit peu, peut-être pour voir. En fait, toutes les questions correspondent à l'enseignement de ce matin de Geshe-la. Il n'y a pas de choses nouvelles, de toute façon. Donc, on va les revoir et en les revoyant, eh bien, on reverra aussi l'enseignement que Geshe-la a donné ce matin. Donc, je vous ai demandé de revoir les définitions de personne, Kangsa, en tibétain, d'être, Senchen, et d'être ordinaire, Sokye. Sachant que c'est important de bien connaître ces définitions. Donc, vous avez trouvé ces définitions? Comment vous les avez définies, ces êtres, ou ces personnes, ou ces... Alors, donc, je vais vous les donner si vous voulez. Donc, la première, c'était personne. Donc, personne ou individu. Les deux termes traduisent le mot Kangsak en tibétain. C'est fait en deux mots, Kangsak. Donc la définition de la personne ou de l'individu, c'est en fait tout individu, être humain ou non, qui est désigné sur la base d'un corps et d'un esprit. Ou plus précisément, sur l'un ou l'autre des 5 agrégats. Il peut avoir par exemple que 4 agrégats, par exemple, si c'est un être sans forme. Je répète? D'accord. Bon. Je pensais que c'était facile, que vous aviez déjà tout trouvé, les définitions. On va partir de ces définitions. Donc c'est tout individu. Être humain ou non. On parle des personnes ou d'un individu, tout individu, être humain ou non, qui est désigné sur la base d'un corps et d'un esprit, c'est-à-dire les agrégats. Okay. Quand on dit un corps et un esprit, ça fait référence aux 4 ou aux 5 agrégats, suivant le lieu où on se trouve dans le samsara. Si on est dans le domaine du désir, 5 agrégats. Si on est dans le domaine de la forme, 5 agrégats. Si on est dans le domaine du sans forme, il n'y en a que 4. Puisqu'il n'y a pas la forme. Voilà, donc c'est ça, une personne. Geshe-la l'a défini aussi. On verra après. D'abord les définitions. Geshe-la, qu'est-ce qu'il a donné ce matin comme définition de la personne? Le simple je, ce qui revient au même, désigné ou imputé sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats. C'est plus... Voilà. Donc la définition de la personne, c'est le simple je qui est désigné sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats. Donc ça touche beaucoup de monde. Imputé, désigné, nommé. Si. On emploie l'un ou l'autre. Imputé ou désigné, si. Okay, donc c'est ça la personne. Donc c'est vraiment technique. Quand on parle d'un individu ou d'une personne. Bon, maintenant, un être. La définition d'un être, Semchen, normalement, Semchen, ça veut dire qui a un esprit. Sem, c'est l'esprit, et Chen, c'est le verbe avoir. Avoir un esprit. Donc, en fait, c'est un terme générique qui désigne tous les individus qui ont un esprit, qui ont un mental, si vous voulez, à l'exception des Bouddhas, tout simplement. Donc, les Bouddhas ne sont pas des Semchen, ne sont pas des êtres, on va dire. Ce sont des Bouddhas. Okay. Donc les Bouddhas ne sont pas des êtres. Ce ne sont pas des Semchen. Et un être ordinaire, c'est quoi un être ordinaire? Voilà, c'est tout être qui n'est pas un Arya, qui n'est pas un être supérieur, Arya, qui est un être, c'est-à-dire un être qui n'est pas entré, qui n'a pas réalisé la voie de la vie, directement la vacuité. Il n'a pas réalisé directement la vacuité, donc il n'est pas entré sur la voie, il n'est pas arrivé encore sur la voie de vision. Il peut être simplement sur la voie, qu'est-ce qu'il y a avant la voie de vision? La voie d'accumulation. Ouais. Non, de préparation. Accumulation, c'est encore avant. D'abord on accumule et après on se prépare à réaliser la vacuité. Donc, on est sur le chemin de la préparation. On dit aussi parfois le chemin de la jonction, parce que c'est celui qui fait la jonction avec la voie de vision. Il rejoint
la voie de vision. Bon, parfois, on utilise ce terme. Donc, quelqu'un qui a le renoncement... bon, attends, on va voir. Donc, c'est clair, tout ça? Je le répète. La définition de l'être, Semchen, hein, c'est un terme générique qui désigne tous les individus dotés d'un esprit, d'un mental, d'une conscience, d'un sem, à l'exception des Bouddhas. Oui, à l'exception des Bouddhas. Ok. Oui, bon, on a déjà. Il y a encore d'autres termes, mais c'est pas la peine. C'est déjà ces trois, c'est pas mal. Bien. Donc après, on va voir les. Donc tous les êtres sont-ils forcément des personnes? Oui. Tous les êtres sont forcément des personnes. Okay. Et inversement, non. Toutes les personnes ne sont pas forcément des êtres. Pourquoi? Hein? Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qu'on avait mis? Donc, est-ce que tous les êtres sont forcément des êtres ordinaires? Non. Okay. Par exemple, un arya. Très bien. Tous les êtres ordinaires sont-ils forcément des êtres? Hein? Oui. Okay. Donc les êtres du bardo, vous les mettez où? Oui, on peut les mettre dans deux catégories. Dans les êtres et dans les êtres ordinaires. Pas forcément. On ne sait pas. On ne sait plus. Hein? Ça peut être un bodhisattva qui est dans le bardo, oui, bien sûr. En fait, il n'est pas vraiment dans le bardo. S'il a réalisé la vacuité, il est peut-être dans le Sambhogakaya à ce moment-là. Bon, on ne va pas rentrer dans cette catégorie, mais voilà. Mais l'état intermédiaire, on va dire dans l'état intermédiaire entre la mort et la naissance. C'est ça que ça veut dire bardo. Hein. Donc, un être de l'état intermédiaire. On le met dans les deux catégories, oui. D'être et de personne. Hein. Oui. Oui. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, à quelle catégorie appartient un Bouddha? Donc, un Bouddha, c'est une personne. Est-ce que c'est un être ordinaire? Non. Est-ce que c'est un être? Non. C'est ça les débats, c'est ça qu'ils font là, dans les débats dans les collèges. Hein. C'est de débattre comme ça sur des catégories pour voir si elles se recoupent ou si elles ne se recoupent pas, lesquelles sont des sous-ensembles, lesquelles sont plus vastes que d'autres, lesquelles sont plus restreintes et tout ça. Et puis il faut que ça aille très vite. Hein. Normalement. Et après, il y a les illustrations de ça. Mais bon. Un insecte, est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Oui. Est-ce que c'est un être? Oui. Bon, ça va. Un arya, est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Non. Est-ce que c'est un être? Oui. Ah oui, mais alors, le Bouddha, il peut prendre l'aspect d'un pont, de ce qu'il veut, animé ou inanimé. Non, on ne rentre pas dans ces catégories. Si on lit ce que... Okay. Un arya, c'est un être supérieur, ouais, c'est ça. Un être qui a réalisé la vacuité directement. Un pratiquant qui a atteint la libération. Est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Non. Est-ce que c'est un être? Oui. Ok. Donc, un être du bardo, bon, on l'a fait. Un prêta. Est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Oui. Est-ce que c'est un être? Oui. Ok.
Un pratiquant qui a réalisé directement la vacuité. Est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Non. Est-ce que c'est un être? Oui. Oui. C'est un être supérieur. C'est un être. Un pratiquant, un être qui accumule, oui, quelqu'un qui accumule des karmas et qui en a les effets. Est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Oui. Est-ce que c'est un être? Oui. Okay. Bien. Est-ce quelqu'un qui a encore des voiles? Est-ce que c'est une personne? Oui. Est-ce que c'est un être ordinaire? Oui. Est-ce que c'est un être? Oui. Ok. Ben, j'en ai oublié. C'est possible, hein? Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous en voyez d'autres? On peut en trouver à l'infini, hein, des exemples, mais bon. Donc, le terme personne, soi, je, moi, être, à quoi ça renvoie? Quand on dit la personne, le soi, le je, tout ça. Hein, c'est la même chose, hein, d'accord? C'est la même chose. Et à quoi ça renvoie? La définition de la personne, c'est ça. C'est-à-dire? Ça renvoie à la définition de la personne, c'est-à-dire? Un quoi? Voilà, un jeu, un simple jeu désigné sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats. Ça renvoie à ça quand on parle du jeu. C'est exact, tous ces termes sont, on va dire, synonymes. Ok. Bien, donc on va peut-être maintenant prendre plus le cours de Geshe-la et puis essayer de traiter les différents points au fur et à mesure qu'on va les rencontrer. Différentes questions. Donc Geshe-la a commencé son enseignement en disant que pour s'éveiller, pour atteindre l'éveil, il fallait que l'on réalise les 3 principaux aspects de la voie. C'est les 3 principaux aspects de la voie. Le renoncement, la bodhicitta et la vue qui réalise la vacuité. Okay. Si on réalise le renoncement, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on sait qu'on a réalisé le renoncement? Comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé le renoncement? Oui, Cathy? Quand les voies mondaines. Vas-y, dis-moi. Comment on dit? Les voies mondaines. C'est quoi les voies mondaines? C'est les 8... les dharmas mondains. Les dharmas mondains sont... Quand on est libéré des dharmas mondains. Dépassé les dharmas mondains. Comme définition, ouais. Quand on est plus intéressé par la vie future. Ouais, ça c'est peut-être même avant, déjà, avant le renoncement. On peut perdre déjà cet intérêt. Ouais. C'est pas vraiment ça, hein. Quand les autres sont plus importants que... Non, là, on ne parle pas des autres. Quand on est dans le renoncement, on s'occupe que de soi. Les autres, on n'a pas encore... Il n'y a pas une histoire de supramondain? Il n'y a pas vraiment... Non, pas non plus de supramondain. Quand on s'éloigne, c'est plus que s'éloigner, hein, le renoncement. On renonce au plaisir de la... Aux souffrances, pas au plaisir. Enfin, aux deux. On renonce aux souffrances. C'est-à-dire quoi? On est lassé complètement des souffrances, pas seulement de cette vie et de la vie future, mais de tout le samsara. Hein. C'est ça, hein, de tout le samsara. On est lassé du samsara et l'on a cette pensée, cette lassitude constamment. C'est-à-dire que plus rien dans le samsara ne nous fait vibrer, ne nous, ne nous attire, ouais, et ne nous intéresse, et qu'on n'est plus dupé par l'illusion des plaisirs samsariques. On les voit, ces plaisirs samsariques, on les voit comme des souffrances. Donc à quoi on veut échapper? On veut échapper à la souffrance. Ok? Ah, d'accord. Donc ça c'est le renoncement. Donc quand on aspire nuit et jour à la libération du samsara. Ça c'est le premier. Donc le deuxième c'est la bodhicitta. Quand est-ce qu'on a réalisé la bodhicitta? Attends, on va quand même un peu mettre.
On va voir si. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on réalise le renoncement. Donc, on a vu ce que c'était que le renoncement, on a vu quel était le critère qu'on avait réalisé. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise le renoncement? Quelles sont les méditations propres aux individus? Non. Pas prendre et donner. C'est cause et un effet? Non. L'impermanence. Méditer sur la précieuse renaissance humaine et l'impermanence. Déjà, avec ça, qu'est-ce on va plus être intéressé par la vie actuelle. Hein, si on médite sur la précieuse renaissance humaine et sur l'impermanence. Et les souffrances des royaumes inférieurs, oui, aussi. Oui. Les souffrances des royaumes inférieurs. Mais là, ça va venir plutôt dans la deuxième partie, sur quoi il faut méditer, c'est-à-dire le karma, hein, et les souffrances, notamment les souffrances des mondes inférieurs. Donc, et là, on renonce notamment donc, à cette vie, et méditer aussi sur les souffrances des mondes supérieurs aussi, pour renoncer aussi à tout le samsara. C'est-à-dire en voyant que dans le samsara, tout est souffrance. Donc ça, c'est le renoncement. C'est les méditations qu'on doit accomplir, hein, c'est-à-dire les méditations d'un individu de capacité inférieure et les méditations d'un individu de capacité intermédiaire. C'est les deux, pour arriver au renoncement. Des psychoses et un effet, alors? Non, attends, on va y arriver. On va y arriver, Xavier. Patience. Donc, comment est-ce qu'on réalise maintenant bodhicitta? Pourquoi est-ce qu'on veut réaliser bodhicitta? Donc, on a dit que pourquoi on voulait réaliser le renoncement, c'était pour se libérer. Pourquoi on veut réaliser bodhicitta? Pourquoi est-ce qu'on veut réaliser bodhicitta? Pour atteindre l'éveil. Pas pour atteindre la libération, pour atteindre l'éveil. L'éveil d'un Bouddha, pour devenir Bouddha. Okay? Pour le bien de tous les êtres. Comment est-ce qu'on va réaliser la bodhicitta? Comment? En faisant quoi? En méditant sur quoi? Xavier? C'est cause et un effet. Oui. Les six causes et un effet, par exemple. Non, mais c'est une erreur stupide. Non, on est là pour ça, pour revoir tout ça. Les six causes et un effet ou l'échange, l'égalisation et l'échange de soi contre autrui. Hein, donc on va réaliser la bodhicitta. Ça, c'est au niveau de la méditation. Et au niveau de la pratique, c'est quand on applique ça, on va les six perfections, exactement. Et au niveau des vœux, les vœux de bodhisattva. Okay. Les vœux de bodhisattva. Et là, on réalise la bodhicitta. Quel est le critère qui permet de voir qu'on a réalisé la bodhicitta? Le bodhicitta s'élève spontanément. C'est ça. La bodhicitta s'élève spontanément jour et nuit. C'est-à-dire le chérissement des autres est plus important. On a éliminé le chérissement de soi et la bodhicitta vient spontanément jour et nuit dans votre esprit à tout moment. Hein, on n'a pas besoin de la fabriquer. Elle s'élève 24 heures sur 24. Quoi qu'on fasse dans toutes nos activités. Pourquoi est-ce qu'on doit réaliser maintenant la sagesse, la vacuité? Pourquoi? Pour couper la racine du samsara. Parce que même si on a le renoncement, même si on a la bodhicitta, on n'a pas encore coupé la racine du samsara. Donc, à ce niveau-là, il faut couper la racine du samsara. Ok, donc comment on coupe la racine du samsara? Quelle est la méthode pour couper la racine du samsara? Voilà, alors méditer sur Shiné, le calme mental, et l'Actong, hein, et pour arriver à la vue du non-soi, de la personne et des phénomènes. Ok, personne et des phénomènes. On est bien d'accord? Donc, et comment est-ce qu'on voit que l'on a réalisé la vacuité? Quel est le critère qui montre on ne croit plus à l'existence en soi, ouais, on peut dire ça. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que même on n'est plus trompé par les apparences. Hein, même si, on ne nie pas non plus la loi du karma. Hein, c'est-à-dire on ne nie pas la production interdépendante. Et même le fait de voir la production interdépendante, en même temps, on voit la vacuité. Les deux sont ensemble, sont unis. Hein. En voyant l'interdépendance des phénomènes, on perçoit leur vacuité. Et en percevant la vacuité, on perçoit aussi l'interdépendance des phénomènes. Lorsque les deux vont de pair. Hein. Et là, on élimine les deux extrêmes. Donc, on réalise la vacuité des prasangika. Hein.
quand on a ces deux, quand on a éliminé les deux extrêmes, quand on est sur la voie médiane, libre des deux extrêmes, de la permanence et de l'annihilation. On arrive à micro, à changer de perspective aussi rapidement. C'est-à-dire donc tant que les deux sont capables, tant que les deux ne sont pas mutuellement, ne s'aident pas mutuellement, en même temps, on n'a pas encore réalisé la vraie vue de la vacuité, la vue du Bouddha, que le Bouddha ou Nagarjuna veut qu'on réalise. Donc voilà les trois principaux aspects de la voie qui doit être le. Oui, pardon. Non, rien. Christian, oui. Est-ce que la vue du non-soi, c'est la vacuité? Oui, oui, on peut dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. C'est la même chose. Oui, oui. Oui, on arrive à la vacuité, oui. On arrive, donc c'est pas la même chose. Encore. Pas tout à fait, non. Il y a des petites subtilités, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais non. Vous demanderez à Geshe, on verra ça peut-être. Geshe là va peut-être en parler. D'accord. Ouais. Donc, je disais que c'était le cœur de notre pratique, c'est d'atteindre l'éveil et d'avoir constamment, ou au moins se répéter plusieurs fois par jour cette aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et de nous en souvenir, que c'était une forme d'entraînement de l'esprit, qu'il fallait entraîner notre esprit à se souvenir de ça, dans chacune de nos actions, le plus souvent possible en tout cas. Et pas simplement dans les prières ou dans nos pratiques, ça en général on le fait, puisqu'il y a toujours un endroit où on prend un refuge et on développe la bodhicitta, mais après aussi le faire au quotidien, dans nos actions, en se souvenant donc que c'est là l'essence de la pratique. Et Geshe a dit qu'à ce moment-là, effectivement, notre vie prend une toute autre dimension si on imprègne constamment nos actions de ce désir d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut combiner cette aspiration avec l'éclairage de la vacuité. Donc là, on pratique vraiment les deux aspects, les deux ailes, la méthode et la sagesse. C'est-à-dire, comment on va faire ça? Voir que chaque activité, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est interdépendant. Qu'il n'y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a rien qu'on fasse qui ne soit pas interdépendant. Donc voilà nos deux pratiques essentielles, en fait. Cultiver la vue cultiver l'aspiration à atteindre l'éveil pour le bien des êtres, cultiver la bodhicitta, et cultiver aussi donc, la vue de la vacuité, l'interdépendance dans toutes nos actions. Que rien, en fait, dans l'activité, dans une activité, rien n'existe par soi-même. Si on est là, justement, en train d'écouter, ou en train de parler, ou en train de... C'est complètement interdépendant. C'est parce qu'on a fait des prières, c'est parce qu'on a cette aspiration, c'est parce qu'on a dégagé du temps pour cela, c'est parce qu'il y a plein de causes et de conditions qui font qu'elles sont réunies maintenant et qu'elles sont là. Et ça, c'est un entraînement de l'esprit, justement, pour raviver ça constamment dans notre esprit, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on perçoit, c'est interdépendant. Et donc ça, bien sûr, ça va préparer à la réalisation de la vacuité, même si à l'autre niveau, ça reste simplement, pour l'instant, conceptuel. Justement, on se dit ça, mais on ne le voit pas directement. Mais c'est déjà un grand pas. Donc, en fait... Oui. Oui. Est-ce que le Sutra du Diamant est un peu en rapport avec ce que l'on est en train d'étudier? Complètement. Merci. Mais... J'en étais pas sûr, mais... si, tu peux en être sûr. Tu peux en être sûr et certain. Je vais continuer à l'étudier. Alors. Oui, tu peux. Donc, justement, dans ce Sutra du Diamant, on montre bien que rien n'existe en soi, que tout est absolument interdépendant et que tout est une simple désignation. Donc cette perception de l'indépendance est dit Geshe-la extrêmement précieuse, surtout dans les moments où on sent de l'irritation, où on sent des perturbations, de l'agacement, de l'aversion, toutes ces émotions perturbatrices là, qui s'élèvent en nous. Et à ce moment-là, c'est important d'analyser ce qui nous met mal à l'aise et de faire la part entre l'objet extérieur qui nous met mal à l'aise et la part de nous, justement, qui est mal à l'aise. Puisque, en fait, notre tendance, c'est toujours de projeter sur l'extérieur
la source, l'origine de tous nos problèmes, alors qu'en fait, cette colère, elle n'est pas à l'extérieur, elle est bien en nous. Hein. Et donc, le fait de la voir comme extérieure, c'est très néfaste, parce que ça fait grossir encore la colère. Le fait de d'en attribuer la cause à quelqu'un, ben ça l'alimente, en fait. Ça lui donne encore plus de force. Alors qu'au contraire, la ramener à soi, ben ça la diminue, puisqu'on voit que, quelque part, cette colère, ben c'est elle qui nous habite, ça vient d'un karma antérieur, hein, et intérieur aussi. Et donc, c'est en nous, ça. Hein. C'est pas l'autre. L'autre, c'est simplement peut-être une condition qui la déclenche et qui nous montre qu'en fait, on n'a pas encore éliminé les graines de la colère, que c'est toujours en nous. Donc, en fait, toute notre vie, en fait, on pourrait, en tant que pratiquant bouddhiste, toute notre vie est un champ d'expérience, un champ d'expérimentation. Et quelles que soient les expériences qui s'élèvent, on peut toujours les ramener à la bodhicitta et à la vacuité. Donc il y a toujours manière d'utiliser ces expériences et toujours matière à comprendre l'interdépendance. Donc ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Et que si à partir du moment où on fait vraiment ça, on perd pas son temps. Quoi qu'on fasse, même si les activités peuvent nous apparaître triviales, si on n'a pas... on n'est pas toujours en train de méditer ou de réfléchir à la vacuité, même si on s'occupe de sa famille, ou on fait des activités quotidiennes, de son travail, etc. Si on les relie à la vacuité, à l'interdépendance, à ce moment-là, eh bien, on donne vraiment un sens à cette vie et on ne la gaspille pas. Voilà. Donc, question ? Oui. Juste par rapport à ce qui m'arrive. Oui. Non, c'est autre chose. Juste par rapport à ce qui m'arrive. Oui. Je voudrais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que étudier le bouddhisme prend l'esprit complètement et ne permet pas d'oublier, mais de se concentrer sur quelque chose. Et la chose auquel l'on se concentre, on y croit. On ne se raconte pas des bobards. Là, on y croit vraiment, donc on est dedans. Et pour ça, je vous en remercie. Merci à toi. Donc, le cours précédent, on avait surtout vu les étapes de la production des deux vues du non-soi. Hein. D'abord, le non-soi qu'on réalise, c'était à l'inverse. D'abord, le non-soi de la personne venait du non-soi des phénomènes, mais qu'on les réalisait à l'inverse. Pardon, le soi... Pardon, excusez-moi, je l'ai mal dit. La conception du soi, donc c'était d'abord la conception du soi des phénomènes qui faisait naître la conception du soi des personnes. Mais quand on réalise le non-soi, c'est plus facile de réaliser le non-soi sur la base, sur l'objet de l'observation de la personne que sur les phénomènes. À l'exception peut-être du reflet, que le reflet est un phénomène et que, on voit bien déjà qu'il est... il nous montre donc l'absence d'existence. On voit que le reflet est trompeur. Donc c'est plus facile. De tous les phénomènes, en fait, c'est le plus facile à utiliser dans ce sens-là. Si on veut méditer sur la vacuité des phénomènes, il faut méditer sur les analogies, justement, comme le rêve, l'hallucination, ces choses-là, qui sont trompeuses. Donc là, ça, pour la réalisation du non-soi des phénomènes, c'est le plus facile. Même si c'est des phénomènes. Alors... Christian, oui. Comme tu parles d'hallucination, ça me fait penser une personne qui est malade, on va dire psychiatriquement, ou enfin, je ne sais pas comment il faut dire ça, et qui a des hallucinations, et par rapport à ça, qui deviennent très, très agressives. Que se passe-t-il au niveau du karma? Puisque la personne, elle n'est pas consciente au sens où nous, on l'entend, dans la mesure où elle est malade, où elle a une démence... oui, mais elle croit à ses hallucinations. Oui. D'accord. Comme nous, hein. C'est comme nous, on croit aussi à ce qu'on perçoit. On peut dire que tout ce qu'on perçoit, pour un Bouddha, tout ce qu'on perçoit, c'est une hallucination. Et à cause de ça, on crée du karma. Et cette personne... Donc, la personne, c'est pareil. La personne qui est malade, c'est pareil. Bien sûr. C'est comme nous. C'est exactement... On est tous malades, hein, quelque part. Puis tant qu'on ne voit pas la vacuité, on est malade. Hein. Oui, mais à des degrés différents quand même. Exactement, à des degrés différents, mais si ça vous rassure.
Oui, mais une personne qui voit des hallucinations, eh bien, elle est comme nous aussi, on hallucine complètement en mettant une existence véritable sur ce qui n'en a pas. Hein? Ça veut dire, si je comprends bien, qu'elle se crée beaucoup de karma négatif. Comme nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, on crée beaucoup de karma négatif. Exactement. Donc, il y avait une citation, exactement comme tu es venu à distinguer le soi sur la base des personnes, après tu l'appliques, appliquer cela mentalement à tous les phénomènes. Donc, une fois que l'on a réalisé le non-soi de la personne, on peut appliquer ça à tous les phénomènes. Donc, ça veut pas dire que dès qu'on voit le non-soi de la personne, on voit aussi le non-soi des phénomènes. C'est pas instantané. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a réalisé la vacuité, qu'on a perçu le non-soi des personnes, on percevait automatiquement le non-soi des phénomènes. Il faut appliquer cette analyse au phénomène. Mais bon, c'est relativement court, hein, puisqu'on a déjà un bon point de départ, là, et on peut l'appliquer. Mais ce n'est pas instantané. Donc ce processus, donc, qu'on applique, on applique le même processus, donc, qu'on a appliqué avec les personnes, on l'applique de la même manière à tous les autres phénomènes pour voir qu'ils sont vides d'existence en soi. Donc il faut bien, on commence, donc pour méditer sur la vacuité, on commence toujours par méditer sur la vacuité, l'absence d'existence véritable du jeu. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, donc, on applique ça, on examine un phénomène. Ce phénomène nous apparaît comme existant de lui-même, comme tous les phénomènes. Et après, donc, quand on réalise son absence d'existence, donc on ne trouve plus cette apparence. Hein. Mais l'apparence qui s'impose alors, c'est un espace vide. C'est ça qui est dit, donc, quand il est dit « La nature de tous les phénomènes est complètement pure, à l'instar de l'espace. » C'est-à-dire, lorsque disparaît l'existence véritable de l'objet, qu'est-ce qui nous apparaît ? Eh bien, quelque chose qui nous apparaît, c'est un espace vide. Et là, c'est important, quand on est dans cet espace vide, de bien assimiler ça à la réalisation de la vacuité. Comprendre que cet espace vide, c'est pas simplement un espace vide, hein, mais que c'est l'absence d'existence propre. Hein, okay. Parce que si on médite simplement sur l'espace, on ne médite pas forcément sur la vacuité. Hein. Je peux méditer sur l'espace, je vais me sentir très bien, peut-être. On va planer, ouais, ou je ne sais pas quoi. On va se sentir très détendu, très ce que vous voulez. On va voir l'immensité, on va voir que son esprit est sans limite. On va appliquer les caractéristiques de l'espace à son esprit. Mais bon, on n'a pas forcément réalisé la vacuité. Donc, ce qu'il faut ici, c'est voir que cet espace vide que l'on perçoit à ce moment-là, c'est l'expression de l'absence d'existence propre. Okay. Sinon, ce n'est pas une méditation sur la vacuité. Ouais, le micro, alors, au fond. Donc, d'abord, on réalise l'absence d'existence en soi avec les personnes, et après, on applique ce processus à tous les phénomènes. Dans notre groupe, en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire la nature de tous les phénomènes ? On aurait besoin de la définition de nature de tous les phénomènes. Ben, vous allez me la donner. Ah bah mince. La nature de tous les phénomènes. C'est quoi la nature de tous les phénomènes ? En fait, c'est le mot nature, c'est-à-dire... parce que quelle est la nature de tous les phénomènes ? C'est la vacuité. Tous les phénomènes sont... Oui, mais nature, tu peux l'utiliser pour d'autres choses et... Oui, mais de tous les phénomènes, la véritable nature de tous les phénomènes, c'est la vacuité. Voilà. Merci beaucoup. La vraie nature de tous les phénomènes, c'est la vacuité. La nature ultime de tous les phénomènes, c'est la vacuité. Après, tu peux parler de la nature conventionnelle, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on parle de la nature ultime de tous les phénomènes. C'est la vacuité. Hein. La vacuité, c'est la nature ultime de tous les phénomènes. D'accord ? Donc... c'est ça que veut dire l'expression « par un seul, tout est connu ». L'expression qu'on trouve dans une citation, là, « par un seul », on en réalise un seul, ou en réalisant un seul, on connaît tous les autres. Mais ce n'est pas instantané. D'accord ? Cette expression, elle est souvent utilisée à différents niveaux dans le bouddhisme, justement. Elle peut avoir plusieurs sens.
Donc ici, au niveau philosophique des Madhyamika Prasangika, c'est le sens qu'elle a. Donc par un seul, tout est connu, ou par un seul, tout est vu. En voyant donc la vraie nature du jeu, on voit aussi la nature de tous les phénomènes. Mais ce n'est pas instantané, il faut chaque fois mener une réflexion, c'est-à-dire il faut utiliser le même processus. Le processus est le même, c'est ça que ça veut dire. L'objet d'observation change, et donc il faut appliquer le processus sur un nouvel objet d'observation. C'est pour ça que ce n'est pas instantané, parce que l'objet d'observation est différent, mais le processus est le même. C'est en réalisant le non-soi, oui. On applique donc le non-soi de la personne au non-soi des phénomènes. Donc on en était à la partie suivante, donc du plan, qui dit donc dont le titre est établir le non-soi de la personne. Donc on va d'abord établir le non-soi de la personne. Maintenant, on rentre vraiment dans la méditation proprement dite. Et après, donc, on va établir le non-soi des phénomènes. Donc il faut bien avoir ces séquences bien claires dans l'esprit. Et c'est ça donc, que la Matsongkhapa va faire. Ok. Bon, là, donc, j'ai sauté donc, tout ça. Je saute la partie donc, sur les personnes, là, puisque c'est ça qui aide. On en a parlé. Donc, il y avait une citation de Chandrakirti qui dit « Tu adoptes la vue d'un soi, la pensée du malin, et les agrégats conditionnés sont vides, il n'y a là aucun être. Et de la même façon qu'un char est désigné en dépendance du regroupement de ses parties, ainsi, conventionnellement, un être sensible est désigné en dépendance de ses agrégats. » Donc il y a deux strophes là qui sont importantes. Donc, la première strophe, c'est une analyse ultime. Et la deuxième strophe, c'est une analyse conventionnelle. Il ne faut pas les mélanger. Donc, de quoi on parle dans la première strophe? On parle de la conception de l'existence du soi. Que c'est cette conception de l'existence du soi qui est la cause de tous nos problèmes. C'est ce qui nous nuit. C'est comme un démon, en fait. C'est cette pensée, ce qu'on appelle une pensée démoniaque. La pensée, justement, que les phénomènes existent véritablement. C'est ça qu'on appelle la pensée du démon ou la pensée démoniaque, qui nous fait croire, en fait, et qui nous maintient sous son emprise. Donc cette conception de l'existence en soi, elle nous nuit, car elle nous amène... Pourquoi est-ce qu'elle nous nuit? Parce que c'est à cause d'elle qu'on a toutes les perturbations mentales, qu'on a de l'attachement, qu'on a de l'aversion, et qu'on souffre, et qu'on accumule du karma négatif, et à cause de ce karma négatif, on souffre dans le samsara. On continue à errer dans le cycle des existences. Donc c'est ça le démon. Et comme disait Geshe-la, elle est très forte, cette saisie. C'est comme une saisie, en fait. On peut l'appeler vraiment une saisie. Et que nous sommes, comme le dit la Tsongkhapa, nous sommes emprisonnés dans un filet d'acier qui nous enserre. Donc c'est de ça qu'il faut se délivrer pour atteindre la libération. Donc est-ce qu'on peut s'en délivrer? Ben oui. C'est justement le but de cet enseignement, pour se délivrer mais de cet emprisonnement, de ce qu'on endure, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on endure, en fait, toute cette souffrance, tout simplement à cause d'une pensée pernicieuse, d'une pensée démoniaque, qui nous tient sous son emprise. Donc, pour s'en délivrer, comment on fait? Il faut voir comment ça fonctionne. Il faut l'identifier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle saisit, cette pensée? Qu'est-ce qu'elle saisit? Et comment elle le saisit? Donc, c'est les deux choses à voir. Voir comment elle fonctionne, c'est-à-dire voir ce qu'elle saisit, et voir comment elle le saisit. Donc, qu'est-ce qu'elle saisit? Eh bien, elle saisit, en fait, les agrégats, tout ce qui apparaît à l'esprit, elle le conçoit comme existant de son propre côté. Tout ce qui nous apparaît à l'esprit est conçu comme existant de son propre côté. Donc, dès que quelque chose apparaît dans notre esprit, on lui attribue, on lui accorde une existence en soi. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est s'interroger sur la véracité de cette existence en soi, des agrégats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le jeu existe de la manière dont on le perçoit?
puisque les agrégats existent de la manière dont on les perçoit. Donc il faut chercher en fait l'existence en soi du phénomène observé. C'est ça qu'il importe de faire. Voir si le phénomène qui nous apparaît, puisqu'il nous apparaît comme existant en soi, est-ce qu'il existe vraiment comme ça? Donc ça, il faut le... Et donc, au terme de cette analyse, donc quand on analyse ça, mais on ne trouve rien. On ne trouve rien qui existerait en soi, qui existerait véritablement. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche la personne sur les agrégats, on ne la trouve pas. On ne trouve pas de personne existante sur les agrégats. Et c'est ça le sens de vide ou de vacuité. C'est une absence d'une personne existant véritablement sur les agrégats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une personne. Il y a une personne, mais comme le dit la définition de personne, elle est simplement désignée sur les agrégats. Elle n'existe pas véritablement. Donc c'est ça qu'il nous faut bien distinguer, faire une distinction entre l'existence véritable et l'existence simplement désignée. Ça, c'est très, très important. Donc ça, c'était donc la suite de la citation. Donc elle dit, conventionnellement, donc, on parle bien d'un être, on parle bien d'un individu en dépendance des agrégats. Et donc là, ça fait référence à l'existence conventionnelle de la personne. Comment la personne existe? Elle existe en dépendance des agrégats. Elle existe comme simplement désignée en dépendance des agrégats. Donc là, on touche l'interdépendance. Donc Chandrakirti, il donne l'exemple du chariot pour ça. Quand on voit un chariot ou une voiture, maintenant on dit une voiture, mais quand ils donnent les expressions, l'illustration, ils illustrent ça par une voiture, c'est la même chose. À l'époque de Chandrakirti, on disait un chariot. Mais c'est la même chose. Quand on voit une voiture, l'ensemble des parties apparaît à notre esprit. Ça, c'est conventionnellement, ça fonctionne. Mais on ne va pas trouver le chariot ou la voiture dans ces parties. Si on les prend une à une ou si on les prend dans l'ensemble. On va voir que la voiture est simplement désignée sur l'ensemble des parties. Aucune des parties de la voiture est la voiture. Et l'ensemble des parties n'est pas la voiture. Pourquoi l'ensemble des parties n'est pas la voiture? Parce qu'on a tendance à dire, ah oui, mais bon, c'est pas les roues, c'est pas le volant, c'est pas ceci, mais c'est l'ensemble des parties. Pourquoi est-ce que l'ensemble des parties n'est pas la voiture? Premier qui trouve un bon point. Parce qu'on a de multiples parties et que la voiture est unique. Ah, pas mal, les parties sont multiples, donc ça voudrait dire qu'il y a X de multiples voitures. Oui, bien, très bien. Ouais. Mais oui. Ça, c'est pour déconstruire un peu le truc, oui. En voyant, donc, ça prouve quoi? Ça prouve que la voiture n'existe pas comme étant une avec ses parties. D'accord? En voyant ça. Parce que si la personne était une avec ses parties, comme il y a de multiples parties, il y aurait de multiples voitures. Ok, donc ça prouve ça. Mais ça ne prouve pas que la personne n'est pas une avec l'ensemble des parties. Comment? Pourquoi est-ce que la personne, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas, pourquoi la voiture existant véritablement n'est pas l'ensemble des parties? Parce que si on enlève une roue, elle est quand même une voiture. Si on enlève une partie. Oui, si on enlève une roue, jusqu'où il faut aller pour que ce soit plus une voiture? Jusqu'où il faut aller? Quand on enlève toutes les parties et qu'on les met dans le garage, est-ce qu'il y a encore une voiture? Non, si on enlève une seule partie, il n'y a pas de voiture. Si tu enlèves si on enlève une roue, c'est plus une voiture. Ah bon? Si tu enlèves l'allume-cigare, est-ce que c'est encore une voiture? Pas une seule partie. Il n'y en a plus d'allume-cigare. Si tu allumes... Si tu enlèves une roue, il y a encore une voiture quand même. Il y a une voiture avec 3 roues. Ah ben non. Ah ben si. Non, je suis désolé, tu ne peux pas conduire une voiture à 3 roues, à moins que ce soit une voiture à 3 roues. Ou alors, il faut s'appeler le général de Gaulle pour rentrer lors d'un attentat.
Oui, mais ça, tu vas quand même l'appeler la voiture. Tu vas dire, oh, ma voiture, elle a que 3 roues en ce moment. Il faut que je change la roue parce que voilà, j'ai crevé, j'ai fait une crevaison. Il n'y a que 3 roues, mais Oui, ça sera quand même une voiture. Non, mais Christian, je reviens sur ce que vient de dire Xavier. Dès lors où tu enlèves une roue, il faut revenir sur la définition d'une voiture. Une voiture, c'est ce qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Dès lors où tu n'as plus une roue, tu n'as plus de voiture, en fait, puisqu'elle ne permet plus d'aller de point A à un point B. Quand ta voiture est dans ton garage, alors, c'est pas une voiture, alors. Mais si, mais dès lors, elle a toutes ces fonctions qui permettent d'aller du point A à un point B. Pas. Quand elle est dans le garage, elle ne fonctionne pas, là, à ce moment-là. Elle est statique. Oui. Elle ne te permet pas d'aller d'un point A à un point B. C'est vrai. Quand même que c'est une voiture. OK. Ouais. Comme pour une personne aveugle à qui il manquerait un agrégat. C'est quand même une personne. Oui, une personne aveugle à qui il manquerait un agrégat, vous avez dit? Oui, c'est quand même une personne. Oui, c'est quand même une personne. Bien sûr. Si vous manque une jambe, vous êtes quand même une personne. Là, tu l'as très bien dit, puisque le sang forme, il manque un agrégat. Oui, avec la forme. Alors, pourquoi? C'était quoi la question? Non, mais je vais voir que... Parce qu'on parle. Mais bon. La question, pourquoi la voiture n'est pas l'ensemble des parties? N'est pas l'ensemble de ses parties. Alors, bravo. Alors, voilà. Parce qu'elle est simple, la voiture est simplement désignée sur l'ensemble des parties. Très bien. La voiture est simplement désignée sur l'ensemble des parties. Excuse-moi, Christian, mais à ce moment-là, on revient sur la voiture avec les 3 roues. Avec Sixte, il nous avait expliqué la même chose avec un stylo. Oui. À partir qu'on le démonte, plus on le démonte, moins on a de choses. Oui. Et il nous reste la vacuité du stylo. Pas la vacuité, mais la vacuité du stylo. Exactement. Donc la voiture, si on enlève une roue, ce n'est plus une voiture, c'est un objet désigné. C'est un ensemble de pièces qui feront une voiture quand elle aura sa 4e roue. Je pense qu'il faut enlever plus qu'une roue pour que ça soit plus une voiture. Oui, mais non, mais progressivement. C'est pour t'embêter un peu, c'est juste pour ça. Non, merci. Il m'en faut plus que ça pour m'embêter quand même. Heureusement. Faudrait ouais. Donc, oui, comme c'est ça, ton exemple. Progressivement, on enlève les parties les unes après les autres jusqu'à voir quand est-ce que le stylo ou la voiture n'est plus la voiture. Et on peut faire ça avec le corps humain. On peut mentalement disséquer son corps pour voir jusqu'à quand notre corps, on peut le dire, on n'est plus personne. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc, je pense que vous avez compris. Hein. Le chariot, donc la voiture, ou le chariot est une simple dénomination. Hein. Quand on parle de voiture, c'est une simple dénomination sur la base des agrégats. Et il en est de même. Donc on applique ça à la personne. Il en est de même pour la personne. On applique le même raisonnement. Et donc on ne trouve pas d'autre niveau d'existence que celui-là, que simplement désigné. Hein. Si on trouve un autre niveau d'existence que simplement désigné, eh bien, on est encore en train de réifier, de donner une existence véritable à quelque chose. Donc, il faut arriver à cet état où on ne trouve pas d'autre niveau d'existence que celui-là. Et là, on est dans cet espace, on pourrait dire, de vacuité, où on a la perception, ou ce qui nous apparaît à ce moment-là, c'est une absence, une simple absence. Hein. Donc on dit que ne rien trouver, c'est trouver la vacuité. Une simple absence. La vacuité étant une simple absence. Donc on a parlé aussi. Donc la notion de je, de soi, tout ça, de personne, c'était des synonymes. Voir ça. Et que chaque personne donc, a un sentiment d'identité. Donc après... Saint-Étienne le Dalai Lama nous invite à considérer le je comme étant la conscience très subtile. Bon, Geshe-la a dit, non, pas trop insister là-dessus, c'est pas plus important. C'est la base de désignation. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'esprit très subtil, au niveau le plus subtil de la base de désignation, sur lequel on peut désigner la personne. Mais ouais, ça reste une base de désignation. Donc ici, on va rester simplement
en pensant que la personne donc, est le simple je désigné sur la conscience la plus subtile. Donc, est-ce que vous voyez pourquoi il est important de bien comprendre la distinction donc, entre un je ou un soi qui existerait de son propre côté et un je qui existe simplement désigné sur sa base de désignation. Pourquoi c'est important de faire cette distinction? Très bien. Donc, quand est-ce qu'on tomberait dans l'extrême du nihilisme? En pensant. On n'a pas entendu la réponse, micro, s'il vous plaît. Oui, la réponse, c'était pour ne pas tomber dans les extrêmes, dans l'extrême du nihilisme, par exemple. Donc, on tomberait dans l'extrême du nihilisme en réfutant quelque chose qui existe, par exemple. Si on se trompe de je, eh bien, on réfute quelque chose qui existe, c'est-à-dire le jeu simplement désigné. Sur sa base de désignation, il existe. Okay. Ce qui n'existe pas, c'est un jeu qui existerait de son propre côté, véritablement. Donc c'est celui-là qu'il faut réfuter. Il faut bien distinguer les deux. Donc là, il y a un travail à faire pour bien distinguer les deux jeux, le vrai jeu et le faux jeu. Le vrai jeu, c'est celui qui existe sur sa base de désignation, qui est simplement désigné sur sa base de désignation et qui fonctionne en tant que tel. Et ça, c'est le point le plus délicat à comprendre, c'est qu'un phénomène simplement désigné sur sa base de désignation suffit, ça suffit à le faire fonctionner. Voilà. Pour les Madhyamika, Prasangika, il n'y a besoin de rien d'autre pour le faire fonctionner. Donc ça, c'est le point le plus subtil. C'est qu'un phénomène efficient, c'est-à-dire efficient veut dire donc qui fonctionne de lui-même. Donc ça, c'est le niveau de l'interdépendance la plus subtile des trois niveaux que l'interdépendance. Donc au niveau, on peut le voir au niveau causal, que les phénomènes, donc tous les phénomènes impermanents, dépendent de causes et de conditions. C'est le premier niveau le plus grossier. Ensuite, il y a le niveau le plus subtil, l'interdépendance à propos en fonction des parties. Tout ce qui nous apparaît, en fait, existe en dépendance de parties. Donc, on peut prendre n'importe quoi. Tout ce qui nous apparaît. N'importe quoi. Ça, on peut le décortiquer en voyant que on peut en voir l'interdépendance en voyant que c'est pas un phénomène. Ça nous apparaît comme un phénomène indépendant, mais dès qu'on l'analyse, eh bien, on perd cette indépendance et on arrive à l'interdépendance. On voit que ce phénomène, donc, puisqu'il dépend des parties, il est forcément dépendant, il est forcément interdépendant. Donc ça, c'est déjà assez facile à voir, quoi. Et aussi pour le relatif. Le long n'existe que par rapport au court, le proche que par rapport à ce qui est loin, ce qui est ici et ce qui est là-bas n'existe que parce que je suis ici. Mais si je vais là-bas, eh bien à ce moment-là, ça s'inverse. Donc ça, et ça, c'est valable aussi pour les phénomènes permanents. Et le troisième niveau, donc le niveau de la compréhension de l'interdépendance, le niveau le plus subtil, c'est de voir que les phénomènes n'existent qu'en dépendance de leur désignation. C'est le niveau le plus subtil. OK ? Pour qu'un phénomène fonctionne, je vais quand même... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un phénomène fonctionne? Il faut une base valide, exactement. Si la base n'est pas valide, le phénomène ne fonctionne pas. Le serpent sur la corde, ce n'est pas une base valide. Donc si on dénomme... Donc il faut une base de désignation valide. Donc un individu, personne, donc imputé sur la base de désignation. C'est quoi la base de désignation de l'individu? Le regroupement des agrégats. Donc c'est quelque chose. Est-ce que ça va à l'encontre de ce qui est admis conventionnellement? Non. Est-ce que ça va à l'encontre d'une conscience qui perçoit l'ultime?
qui appréhende l'ultime. Non plus. Voilà. Ça n'affecte donc ni une personne qui appréhende le conventionnel, ni une personne qui appréhende l'ultime. Donc c'est pourquoi la simple dénomination personne ou je, hein, qui est imputée sur une base de désignation valide, peut fonctionner. Et ça, c'est le génie des Madhyamika Prasangika. Si on réalise ça, on est un Arya. Et on peut se prosterner devant vous. Donc, ce troisième niveau d'interdépendance, il n'y a que Prasangika que les Madhyamika Prasangika qui y adhèrent. Non, parce que pour les autres, il y a quelque chose qui existe de son propre côté. Et pour les Madhyamika Prasangika, si on trouve quelque chose qui existe encore de son propre côté, on n'a pas réalisé la vacuité. La seule existence qui existe pour les Madhyamika Prasangika, donc c'est l'existence simplement désignée. Et ça suffit à faire fonctionner les phénomènes. C'est là où il faut en venir. Mais nous, pourquoi on ne le voit pas, ça? Parce que pour nous, tous les phénomènes apparaissent comme existants intrinsèquement. Et donc ça, il faut l'user, il faut le limer, un peu ce truc-là. Cette conception de l'existence véritable. Et on va l'éliminer par les raisonnements. Dans les sutras. Dans la perspective des sutras, c'est-à-dire une perspective où on utilise perspective philosophique. On utilise les raisonnements. Donc on utilise la conscience analytique pour arriver à ça. Dans les tantras, par exemple, on va arriver au même résultat. Il n'y a qu'une vacuité, hein. Que ce soit celle des sutras ou des tantras, c'est la même chose. Mais avec les tantras, on utilise la conscience la plus subtile. Dont parlait Geshe-la ce matin. Mais le problème, c'est qu'il faut y avoir accès à cette conscience la plus subtile. Les consciences grossières, on y a accès facilement. Hein, elles fonctionnent tout le temps avec nous. La conscience la plus subtile, elle fonctionne aussi. Elle est là. Hein, mais on n'y a pas accès. Hein, on ne la reconnaît pas. Ouais, on peut dire ça. Donc, on va dédier tout ça, ces efforts qu'on fait, qui sont interdépendants, pour reconnaître justement cette vacuité. Et on va lire donc pour ça le petit livret, page 16. Ah oui, Geshe-la a dit, oui, au lieu de réciter les deux strophes, c'est-à-dire page 16, qu'est-ce qui peut me passer un livret? Je n'ai pas le livret avec moi, je l'ai quelque part dans mon ordi, mais j'ai la flemme de chercher. Merci. Donc, dans la strophe, voilà. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né. Hein, et ça, c'est la première strophe. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où il n'est pas né. Donc, c'est la deuxième strophe. Et on va en faire qu'une, en disant, puisse les deux esprits d'éveil naître là où ils ne sont pas nés, etc. Et donc, on va dire, au lieu de dire Janchub Sem Chok Rinpoche, on va changer le Chok et on va dire Janchub Sem Ni Rinpoche. Janchub, ça ne change pas, c'est l'éveil. Sem, c'est l'esprit d'éveil. Et on enlève le Chok et on met Ni, qui veut dire deux. Ni. N-Y-I-D. N-Y-I. Le D, c'est pas la peine. En plus, c'est pas Ni, c'est un S, ça. Bon, le N-Y-I. On va le faire, justement, ça viendra. Donc, tous ces efforts, justement, qu'on a fait ensemble, on va les dédier donc au développement de ces deux précieux esprits d'éveil, l'esprit d'éveil relatif et l'esprit d'éveil ultime, pour justement pouvoir atteindre l'état d'éveil, l'état de Bouddha. Gewadiye Nyododa Lama Sangye Drongyo
Kyang Malupa Deye Sala Gepajom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho sem nirim poche ma ke panam gengochi ke panyam pa me payo gone gondo perwajo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Ok, donc merci à vous. Et on se retrouve à 8h pour Vajrasattva, pour éliminer les impuretés qui nous empêchent de réaliser la vacuité.